Sur le grand titre, donc les thèses concernant la numérisation du droit civil. Donc la première question portait sur comment appréhender juridiquement l'essor des véhicules autonomes. Donc il est apparu donc, que la question des véhicules autonomes est l'une des démonstrations, on va dire, économiques les plus importantes en matière de l'ère du numérique et de la vie quotidienne. Le transport est un enjeu économique certain et un enjeu écologique. Et donc l'optimisation des véhicules autonomes va poser certaines questions en manière juridique. Donc, il a été retenu donc, dans les différents ateliers quelque chose de très simple, c'est comment va-t-on articuler en cas d'accident de la route et un véhicule autonome. Donc plusieurs propositions ont été faites, des intervenants ont été dit. Ce qu'on a surtout retenu, c'est de voir si notre droit, à l'heure actuelle, est en état de pouvoir appréhender ces questions ou s'il faut créer un nouveau régime juridique. Bon, il est apparu qu'un nouveau régime juridique n'est pas forcément nécessaire puisque nous avons en France et en Allemagne les éléments suffisants. Donc pour le côté français, c'est la loi Badinter sur les accidents de la route et également la responsabilité des produits défectueux. Donc c'est sur ces deux éléments qu'un groupe de travail a permis de développer qu'il serait plutôt nécessaire d'abord de le transformer, de l'adapter avant de poser des questions véritablement de nouveaux régimes juridiques, de personnalité juridique du robot et autres. Pour la deuxième question, c'était s'agissant des plateformes d'Amérique et de l'articulation de nos droits civils respectifs. Donc une première question portait sur la définition même de la plateforme, son rôle en tant qu'intermédiaire, et également la naissance d'un nouveau droit autonome à travers le PayPal Law. Alors, les différentes interventions et les groupes ont retenu plusieurs choses. Évidemment, ça pose un énorme problème puisque nous sommes dans des situations de monopole, de quasi-monopole, n'exagérons rien, qui entraînent un marché qui n'est plus totalement, on va dire, concurrentiel. Ce sont des plateformes qui mettent en relation soit différents acteurs, comme un marché, consommateur contre consommateur, offreur-vendeur, ou qui proposent des services. Donc, toute la difficulté, ça devient que ces plateformes sont des intermédiaires, ce qui a été retenu, et que faut-il y voir de nouveaux contrats? Non, c'est ce qu'a retenu la plupart des groupes. Ce ne sont pas forcément des nouveaux contrats, c'est toujours des contrats que nous connaissons, vente, location, ou autres types de contrats prévus dans nos différents droits respectifs. Mais l'intermédiaire pose effectivement un problème, puisqu'il n'agit pas forcément en faveur des parties, n'étant pas co-contractant. Donc l'équilibre du contrat n'est pas son premier intérêt. De plus, s'est posé la question, comment contrôler le contrat avec la plateforme en tant qu'intermédiaire? C'est toute la question des clauses abusives qui a été largement développée. Faut-il arriver à un constat a priori, c'est-à-dire contrôler ces clauses auparavant, avant que le contrat soit mis en place, notamment par les conditions générales de vente, ou a posteriori, vient le problème du temps. Quant au droit PayPal, dénomination utilisée par nos amis allemands, il faut voir ainsi un nouveau droit qui se met en parallèle du droit positif national. C'est une question en matière notamment de résolution des litiges. Nous avons véritablement une confrontation entre un droit national avec le droit civil appliqué par le juge et des plateformes qui ont leurs propres procédures, leurs propres règles. Alors, est-ce que les deux s'articulent? C'est là tout le problème, cette articulation entre ces deux droits. Le juge, pour le moment, ne peut pas appliquer le PayPal Law. Est-ce la prochaine solution de le forcer à le faire? Comment? C'est toutes les interrogations qui sont posées durant ces groupes. Troisième question. Faut-il se féliciter du développement des contrats dits intelligents, smart contracts? Alors là, ça a été un grand sujet de savoir déjà ce que c'était qu'un smart contract. Évidemment, est-ce que c'est un nouveau contrat? Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu? Donc, plusieurs groupes ont travaillé dessus, des questions sont intervenues. Ce qui a été retenu, c'est non, on ne parle pas véritablement d'un nouveau contrat, mais plutôt de dispositions présentes à l'intérieur d'un contrat primaire ou d'un contrat cadre, et qui mettrait en jeu des algorithmes. Algorithme, tout de suite, on pense blockchain. Eh bien non, ce n'est pas forcément lié. La blockchain, effectivement, accorde une authenticité, on reviendra juste après, mais on peut toujours avoir des smart contracts avec un serveur centralisé, comme nous connaissons encore aujourd'hui, et qui peuvent très très bien fonctionner. Contrat intelligent, grande question, si l'exécution est mauvaise, si l'algorithme est faux, comment revient-on en arrière?
C'est tout le problème de l'exécution de ces contrats. S'il y a une erreur, il faut aller voir le juge, et souvent, le temps passe. Pour revenir de manière rétroactive, c'est très compliqué. Et ça a été une grande discussion durant un groupe. La question 4, c'est à porter sur la technologie blockchain. Donc, la technologie blockchain, qui est souvent un point d'interrogation pour beaucoup d'entre nous. Donc, on va dire que, clairement, c'est une base de données décentralisée et qui permet d'assurer une certaine immuabilité et une authenticité de l'information. Donc, la question était notamment, est-ce qu'on pourrait faire dans les registres fonciers, effectivement, dans tout ce qui est les livres publics, des bases de données publiques fonctionnant sur ce système et qui ne pourraient donc être qu'authentifiées? Oui, effectivement, ça représente un intérêt pour le droit civil et pour les contrats. Sur la 5e question, pour terminer sur le droit civil, sur l'intelligence humaine. Et pourquoi ne pas confier aux robots des tâches ingrates, parfois, et voire répétitives? Alors, la question s'est posée sur l'évaluation des dommages et intérêts. Donc là, il y a véritablement une différence entre France et Allemagne, du fait que le postulat de départ est différent. En France, déjà, du fait que le régime de responsabilité est déjà différent. En France, on comprend préjudice, on comprend également dommage. Ce sont des discussions qui ont eu lieu. Qu'est-ce que ça comporte? Est-ce qu'on comprend aussi préjudice moral? Première chose. Deuxième chose, en France, nous avons des barèmes, des référentiels. Donc, effectivement, pourquoi ne pas les utiliser? Est-ce qu'on pourrait remplacer le juge? Le juge évaluerait simplement la responsabilité. Oui, mais on ne remplace pas le barème, certes, mais le juge a quand même encore des facultés de pouvoir choisir le barème, de pouvoir choisir à quelle manière, à quel niveau, selon les faits, selon les circonstances de l'espèce, comment juger. C'est possible, ça pourrait être utile, vient après l'articulation avec la méthode judiciaire.